bien savoir votre avis sur le nombre très important de partis politiques qui sont en train de se constituer en Tunisie. Est-ce que cela, à votre avis, pousse le processus démocratique en Tunisie, ou bien est-ce qu'il a aussi des inconvénients? C'est une excellente chose. Et c'est une excellente chose, c'est un signe de bonne santé. Rappelez-vous que, est-ce que vous savez que par exemple après la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, moi ça m'a sidéré, j'ai appris que après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au Japon, après donc la chute de la dictature, il y a eu 400 partis. 400 partis. Qu'après la révolution des œillets au Portugal, il y a eu 80 partis. C'est une loi. Donc, une fois que la dictature est passée, il y a tous ces gens qui veulent s'exprimer, qui veulent s'organiser. Donc c'est une loi naturelle. Donc moi je pense qu'actuellement on est à peu près à 37 partis, on peut aller jusqu'à 50, 60 partis, ça ne pose aucun problème. C'est un signe de bonne santé, c'est un signe de cette espèce de reprise démocratique. Et puis après les élections vont faire au Portugal, il restait 4 partis. Et bien en Tunisie il restera peut-être 4-5 partis, mais dans une première phase, que les gens s'organisent, que les gens essaient de faire quelque chose, de proposer, c'est un signe, c'est un bon signe de santé. Moi, c'est le contraire qui m'aurait inquiété. Et docteur, on a dit que précisément dans cette révolution, plus peut-être que dans l'égyptienne, les partis politiques ont été un peu dépassés, c'est-à-dire les structures traditionnelles n'ont pas participé de manière structurée, n'ont pas pris les initiatives. C'est une révolution de la jeunesse, c'est une révolution des déclassés, c'est une révolution de ceux qui ont connu le désenchantement national et qui ont été privés de toute une série de structures de représentation. Est-ce que, si on veut être honnête, si vous examinez vraiment la situation sur le terrain, vous constatez ce décalage entre les électeurs, les citoyens, la société civile et les partis politiques, ou est-ce que les partis politiques sont en train de reconquérir cet électorat, redynamiser, recréer la confiance dans le peuple et dans le politique? Regardez ce verre. Oui. Vous connaissez l'histoire de... oui, à moitié plein, à moitié vide. Alors vous venez de donner la version moitié plein, à moitié vide. Moi, je vais vous donner maintenant... J'ai pas donné de version, je vous ai posé une question. Non, mais attendez, c'est ce que j'ai dit. Il y a des jeunes, moi j'étais agressé par des jeunes comme ça. Ouais, vous étiez à l'Europe, vous étiez à la belle vie, et nous on a fait la révolution, etc. Je dis, ok, et vous avez fait la révolution, vous les jeunes tout seuls? Bien. Ok, est-ce que vous savez que vous n'étiez pas dans le ventre de votre mère, que moi j'étais dans les cellules du ministère de l'Intérieur? Oui. Est-ce que vous savez combien de gens sont morts sous la torture dans les années 90? Est-ce que vous savez combien d'exilés? Et là, hop, ils tirent la gueule. Je leur dis, écoutez, au lieu de rentrer dans cette discussion, c'est nous les jeunes qui avons fait les révolutions et vous êtes les vieux, là vous êtes en train de revenir, et moi je vous dis, non, c'est nous les vieux qui avons... On va nous organiser une vision réelle. Alors c'est quoi cette vision? La Tunisie, c'est un fleuve avec des vagues. Les générations sont des vagues. Mon père a fait partie de la génération des gens qui ont beaucoup sacrifié pour avoir la première indépendance. Okay? Ensuite, il y a ma génération à moi, on s'est beaucoup sacrifié pour lutter contre la dictature, on a payé un prix prohibitif, et on vous a préparé le chemin. On a creusé, c'est un peu comme un fleuve qui creuse le sillon. On a creusé donc ce sillon, et puis ensuite, vous maintenant, on vous a préparé le chemin. On s'est battu contre cette dictature à main nue alors qu'on était une minorité. On a payé un prix prohibitif. Mais on a quand même beaucoup travaillé pour préparer les idées, pour vous encourager, etc., etc. Et puis ensuite, vous êtes venus, vous avez continué le chemin. Et puis ensuite, il y aura d'autres générations qui continueront une fois que vous seriez... Voilà la vision que moi je propose. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Donc, les partis politiques ont été absents. Mais attendez, ce que je disais, sous une dictature, il n'y a pas de parti politique. Quel parti politique voulait organiser sous une dictature? Est-ce qu'il y avait des partis politiques sous Ceausescu, sous Hitler, sous Staline? Rien. Il n'y avait que des résistants, des associations, des hommes, des femmes, etc. Et nous avons ouvert le chemin, nous avons pavé la route, nous avons creusé le sillon dans lequel s'est engouffrée la jeunesse. Voilà, c'est ça la réalité. Tout à fait. Très bien. D'autres questions? Oui. Alors, c'est Sarah Gambra, étudiante à l'Université de Genève. Je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez à propos des jeunes. Et ça m'inquiète aussi, parce que on est tous d'accord que la Tunisie n'a jamais connu de démocratie, la politique a toujours été un sujet tabou, donc les gens n'en parlaient pas, ne connaissaient absolument rien du tout, si j'ose dire, à propos de tout cela. Et donc il y a une totale ignorance dans ce domaine-là. Alors, plus les journalistes tunisiens qui ne sont pas très compétents, qui continuent quand même, je parle des journaux et de la télévision qui continuent toujours dans le même système mauve, je dirais. Et
Mauve, c'est la couleur de Ben Ali, pour ceux qui ne savent pas. Oui. Oui. Et donc, ma question serait, comment pensez-vous pouvoir instruire ces jeunes-là, parce que les jeunes en ce moment se posent énormément de questions, ils sont même un peu perdus, avec aussi toutes les rumeurs qu'on regarde, qu'on retrouve sur Internet, et puis on sait tous que la lecture, lire des livres ou des articles ou quoi, ne rentre pas dans la culture des Tunisiens, des jeunes Tunisiens. Donc en Tunisie, ça marche toujours de bouche à oreille, c'est comme ça que ça marche. Les gens ne lisent pas, mais voilà. Là, il y a une sorte d'impasse, je pense. Et je pense que c'est à ces hommes, enfin à vous et aux autres hommes politiques qui maintenant ont cette chance-là de s'exprimer, de pouvoir, de parler, de discuter, tout ça, de les instruire. Et donc, comment pensez-vous procéder? Oui, je vois très bien. Oui, très rapidement, encore une fois, il faut faire une analyse complexe de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, il y en a plusieurs, là aussi. C'est toujours pareil. Il faut toujours mettre un S du pluriel à toute chose. Quand je faisais mes cours en médecine, je disais le diabète, ça n'existe pas. Il n'y a que les diabètes. L'hypertension, ça n'existe pas. Il n'y a que les hypertensions. L'épilepsie, c'est un concept faux. Il n'y a que les épilepsies. La réalité est toujours complexe. Il faut toujours mettre un S. Bon, donc la jeunesse, ça n'existe pas. Il y a les jeunesses. C'est la réalité. Donc moi, quand je vois les jeunesses tunisiennes, il y a effectivement il y a une jeunesse extraordinairement impliquée dans le processus, mais moi je suis ébahi. Là, on a fait une réunion, samedi, il y avait des jeunes qui sont venus donc, pour nous aider à mettre en place tout le travail de la communication, etc. Mais c'est des jeunes extraordinaires, ils connaissent tout, ils sont d'une... etc. Puis il y a des jeunes qui m'ont agressé dans la rue en me disant « Toi, t'es un agent de la France ». Ils étaient complètement ignorants, ils ne savaient même pas qui j'étais. Ils étaient tout simplement... Donc il y a de tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez une situation aussi complexe? Il faut amener les jeunes qui connaissent beaucoup à dire, écoutez, faites l'éducation de vos propres amis. Il faut faire des écoles pour les jeunes qui ne connaissent rien. Il faut s'installer dans le long terme en disant, il y a tout un travail éducatif à faire. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai appris la politique. Où est-ce que je l'ai appris, la politique? Je l'ai appris à l'université. À l'époque, dans les années 60-70, on pouvait faire de la politique dans les universités tunisiennes. Ben Ali est arrivé, il a transformé les écoles en écoles professionnelles, les universités en écoles professionnelles, où la politique n'avait plus aucun. Donc là maintenant, avec le retour de l'université à l'une des fonctions normales, et qui n'est pas du tout comptabilisée dans les trucs, à savoir formation citoyenne et politique, donc forcément, par le débat, les jeunes vont aussi se remettre... Je veux dire que rien que le fait de libérer l'université, de lui permettre de devenir... Donc l'école de la citoyenneté, etc. Rien que ça va. On n'a pas besoin de s'installer, de faire des cours sur la démocratie. Les jeunes vont se réinvestir dans l'éducation. Donc moi je reste extrêmement positif et extrêmement optimiste sur ça. Il y aura toujours une jeunesse qui sera apolitique, qui s'intéressera qu'à elle-même. Que voulez-vous que j'y fasse? Il y a aussi des vieillesses qui s'intéressent qu'à elles-mêmes. Je veux dire que... voilà. Donc il y a de tout. Oui. En ce qui concerne pour en revenir à la question de l'Occident... Les Occidents. Exactement, les Occidents. Je dirais même les grandes puissances. C'est-à-dire, à votre avis, est-ce que on peut réussir à résister, surtout dans la situation actuelle où les partis politiques sont en train de se constituer, peut-on résister aux grandes puissances qui ont certainement des intérêts, surtout économiques, je dirais, en Tunisie, et il y a une lutte acharnée entre les diverses puissances mondiales connues, c'est-à-dire connues, pour se partager plus ou moins des rôles dans ces nouveaux États libérés. Écoutez, moi, si j'étais, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans la tête des décideurs occidentaux, mais j'imagine un peu leur embarras, parce qu'ils se sont rendus compte que tous leurs services de renseignement, tous leurs think tanks ne leur ont pas servi à grand-chose, qu'ils pataugeaient dans la choucroute, et que, bon, là, il va falloir quand même qu'ils remettent un peu leur pendule à l'heure, qu'ils réfléchissent, et peut-être qu'il y a quand même, j'ose imaginer qu'ils ont des gens intelligents qui ont compris que ça ne servait à rien de recommencer les vieilles erreurs, qu'ils vont avoir de l'autre côté intérêt à travailler avec des partenaires et non pas avec des clients.
Enfin, j'ose espérer cela. Et bien, s'ils comprennent cela, tant mieux, il y aura des possibilités. Ben, s'ils ne comprennent pas, ils continueront à recevoir des baffes. Point, à la limite, c'est tout. La question est par ironie, Claude Smadja, vous le mettez dans ces spécialistes qui ont été surpris. Claude Smadja, pourquoi? Vous ne voulez pas répondre. C'est une Joker, réponse. Joker. Nous allons prendre la dernière Ouais, question. c'est gentil. J'aimerais que tu t'exprimes 2 mots sur la migration.